Jeff, est-ce que l'Américain veut réagir? Est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce sujet? Oui, j'ai entendu Owen Schroyer, qui je pense est comme le petit écho d'Alex Jones. C'est un gars plus jeune. Je l'ai entendu dire que la Chine et la Russie sont les gentils de l'histoire et les Américains sont les méchants. Vous l'avez peut-être vu aussi. Je l'ai regardé 3 ou 4 fois. Il ne parlait que quelques minutes, mais j'ai été stupéfait de voir qu'il pouvait présenter cela. Une émission américaine de droite, bien identifiée, supposée patriotique et aimant la liberté, présente la Russie et la Chine comme les gentils et l'Amérique comme les méchants. Je crois que Tucker Carlson lui-même a récemment déclaré que l'Amérique est le méchant de l'histoire. Donc ce qui est en train de se généraliser, comme les communistes aimaient à le dire dans l'éducation des années 80, la généralisation signifie que vous allez faire en sorte que tout le monde l'accepte. Je pense donc que c'est ce vers quoi on se dirige. La croyance quasi universelle selon laquelle la CIA a tué Kennedy, reprise par Tucker Carlson et des gens avec qui je travaille et qui disent ce genre de choses. L'autre chose que l'on commence à voir maintenant, c'est que les communistes n'auraient pas commis d'erreur. Nous aurions dû être amis avec les communistes. Nos méchants occupants nous ont manipulés contre les communistes. Les communistes ne sont pas aussi mauvais qu'on nous l'a dit, tout cela n'était qu'un mensonge. Tout cela n'était qu'un mensonge juif de la CIA qui nous a fait travailler avec ces gens-là. Et donc, ces idées reçues sont définitivement infiltrées à droite en ce moment. Les gens me disent sérieusement que Xi Jinping est très bien, qu'il est de notre côté, qu'il est un infiltré. Et il ne s'agit pas seulement d'un niveau, mais de politiciens sérieux qui disent ce genre d'idées. Il ne s'agit pas seulement de Marjorie Taylor Greene qui dit ce genre de choses. Il s'agit de personnes dont on pense qu'elles sont mieux informées, des personnes que Jeff et moi rencontrons et avec lesquelles nous échangeons, des personnes avec lesquelles je travaille depuis longtemps. Alors oui, c'est un problème très sérieux et je pense que c'est une très grande victoire quand Johnson s'est levé l'autre jour et a dit « c'est l'empire du mal ». C'était un peu comme une ligne rouge qui avait été tracée et je pense que c'est un bon signe qu'il y a une résistance à cette subversion. Parlons un peu du 11 septembre, parce que c'est le moment fondateur du mouvement conspirationniste. Il s'était presque endormi dans les années 90, se préoccupait des ovnis, des extraterrestres, ce n'était pas grand-chose. Les gens ont probablement vu le passage de Tucker Carlson dans l'émission de Joe Rogan. Je dois me pencher là-dessus d'ailleurs. Mais c'est à cette époque que le 11 septembre a eu lieu, qu'Internet s'est répandu, que le mouvement conspirationniste a explosé, et je soupçonne la Russie d'avoir été partie prenante dès le début. Quand toutes ces nouvelles stars sont nées sur la scène militante, et que certaines de ces stars plus anciennes ou en devenir, comme Alex Jones, sont devenues vraiment célèbres. Lorsque les Américains écoutent Alex Jones et Tucker Carlson, ils pensent à cette sorte d'isolationnisme idiot. Pourquoi devrions-nous nous préoccuper de l'Europe? Pourquoi devrions-nous nous soucier des Allemands ou de ce qui leur arrive? Réfléchissez à ceci. Qui était responsable de la sécurité dans la ville de Hambourg lorsque la cellule d'Al-Qaïda d'avant le 11 septembre s'y trouvait? Nous parlons de Mohamed Atta ici et de ces gars-là. Ils étaient basés à Hambourg et 30 d'entre eux vivaient dans le même appartement qu'ils indiquaient comme leur adresse personnelle. Personne n'a vraiment pris la peine de le vérifier. Toute la ville de Hambourg était contrôlée par les sociodémocrates, qui sont au pouvoir aujourd'hui. À l'époque, le responsable de la sécurité de Hambourg était un certain Olaf Scholz, qui est aujourd'hui le chancelier allemand. Le 11 septembre a été rendu possible par un manque de sécurité ou une défaillance de la sécurité à Hambourg. Ensuite, le même parti social-démocrate a utilisé la guerre contre le terrorisme, entre guillemets, de Bush
comme prétexte pour rapprocher l'Allemagne de la Russie. Je ne me souviens pas que quelqu'un de ce mouvement américain pour la vérité sur le 11 septembre ait jamais examiné cet aspect des choses, les liens entre la Russie et le Parti social-démocrate. Nous savons que les grands transfuges comme Golitsyn ou Jan Sejna ont tous dit la même chose. Les sociodémocrates allemands sont l'outil de Moscou. Ils ont échoué en matière de sécurité à Hambourg. Puis, le 11 septembre est arrivé. Toute cette opération aurait pu être stoppée avec un seul dispositif d'écoute ou une seule source. Et même si les Allemands s'étaient plaints des obstacles juridiques à la surveillance des personnes, tout ce qu'ils avaient à faire, et c'est codifié dans le droit allemand depuis 1945, depuis l'occupation par les Américains, le contre-espionnage a été intégré dans cette république depuis le début. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de décrocher ce fichu téléphone et d'obtenir un rendez-vous avec un diplomate américain et de lui dire « Écoutez, nous avons un problème avec des islamistes ici, à Hambourg. Ces Saoudiens, ces Iraniens, nous avons un problème, mais nous pouvons les surveiller légalement. Nous ne pouvons les surveiller légalement. Comment pouvez-vous nous aider ?» Et devinez à quel point il aurait été facile d'obtenir un mandat de perquisition et de demander aux Américains de planifier un dispositif d'écoute ou d'infiltrer cette cellule. C'était la chose la plus facile au monde, parce que l'Amérique doit protéger les droits de ses propres citoyens, mais pas les droits de quelques Syriens ou de quelques Saoudiens vivant à Hambourg. Cela aurait été aussi simple que cela, décrocher son téléphone, empêcher le 11 septembre, mais cela ne s'est pas produit. Je pense que cela devait être un problème plus important pour l'Amérique si vous regardez notre chancelier allemand. Il a fait tout son possible pour ralentir les livraisons d'armes à l'Ukraine. Et si l'Ukraine tombe, le problème s'aggravera pour les Américains. Je pense que les sociodémocrates sont très doués lorsqu'il s'agit de créer des problèmes pour l'Amérique. Eh bien, Olaf Scholz a passé la majeure partie de sa jeunesse en Allemagne de l'Est, n'est-ce pas? Il a fréquenté Erich Honecker et tous ses amis, ainsi qu'Angela Merkel avant lui. Elle était l'ancien chef idéologique de la jeunesse communiste est-allemande, formée à Moscou. Mais les chrétiens démocrates, vous m'avez dit, Jeff, ont été prévenus par les services de renseignement de ne pas partir. Oui, mais Helmut Kohl, le chancelier, Helmut Kohl, a favorisé la carrière d'Angela Merkel, ce qui a irrité tout le monde. Mais il l'a recommandé, sans donner de raison précise pour cela. Grâce à de nouvelles études qui viennent de paraître, nous savons que les caisses noires d'Helmut Kohl ont été divulguées à la Stasi communiste, parce que l'un de ses collaborateurs était un espion de la Stasi. Les communistes savaient donc tout de l'argent sale de Kohl, ce qui n'est pas négligeable. Il a même travaillé avec certaines personnes dont les pères étaient des gros bonnets de l'ère nazie. Les communistes ont donc passé une sorte de pacte avec l'Allemagne de l'Ouest en proposant de ne pas divulguer ces informations, mais en échange, ils voulaient des contreparties. Nous ne savons pas ce que les communistes avaient sur l'Allemagne de l'Ouest, mais cela a pu suffire à influencer M. Kohl, qui est connu pour être pro-américain. Mais cela a peut-être suffi à Kohl pour promouvoir Angela Merkel. Oui, et nous nous souvenons tous de Kohl et Mitterrand se tenant la main, cette fameuse photo pour promouvoir la construction européenne, alors que la construction européenne est pro-russe et pro-chinoise. Je voulais donc dire quelques mots sur la France. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'Allemagne, mais en France, la Chine est vraiment bien présentée. Chaque jour à la télévision nationale, au journal de 20 heures, vous avez des reportages très positifs sur la Chine. C'est assez incroyable. Macron s'est dit maoïste, et cela n'a créé aucun scandale. C'était en 2017, pendant sa campagne pour l'élection présidentielle.
Quand j'ai dit cela au docteur Li Mengyan, que j'ai interviewé, elle a dit « Vraiment? Vous êtes sérieux ?» Il a dit qu'il était maoïste parce que Mao a tué entre 50 et 70 millions de personnes. On ne sait pas exactement combien, à 10 millions près. Et Macron peut se dire maoïste en France en 2017 et devenir président, et ce n'est pas grave. Alors, je viens de faire une vidéo sur Nicolas Tenzer, par exemple. C'est un Français que tout le monde connaît maintenant. Il est dans toutes les émissions de télévision parce qu'il est anti-Poutine, et il l'est depuis longtemps. Mais il ne parle quasiment jamais de la Chine, ce qui n'est pas normal, évidemment. Et en France, nous avons également Jean-Pierre Raffarin. C'est un pantin de Pékin, un larbin du Parti communiste chinois. Il a reçu la médaille de l'amitié du Parti communiste chinois, tout comme Poutine d'ailleurs. Raffarin était le Premier ministre de la France sous Chirac. Et nous avons donné aux Chinois la technologie P4 contre la volonté des Américains et de certains services secrets français. Alors je peux maintenant vous parler de quelques nouvelles en France ces derniers jours ou ces dernières semaines. Alors, voici une rapide. Selon un rapport publié hier par la Cour des comptes, 3600 postes de militaires ont été supprimés l'année dernière, alors que le ministre des Armées avait prévu d'en créer de nouveaux. C'est donc une grosse affaire, car cela montre vraiment dans quelle direction va Macron, et personne n'en parle, mais il parle beaucoup pour l'Ukraine, et il agit beaucoup pour la Russie, en fait. La deuxième nouvelle dont je voulais vous parler est que Nicolas Lerner, le patron de la DGSE, les services secrets extérieurs de la France, apparaît sur sa photo Wikipédia avec New Lies for Old, dont la version anglaise de Des mensonges pas si nouveaux, de Golitsyn juste derrière lui. C'est une grande publicité pour Golitsyn et selon moi, cela pourrait être un signal pour la résistance française. Nous vous entendons, les services secrets sont avec vous, mais nous ne pouvons pas en dire plus ou en faire plus pour le moment. On m'a dit, et vous pourrez peut-être nous en dire plus, Alexandre, qu'un chef des services secrets allemands était aussi sur une photo avec New Lies for All derrière lui. Mais je n'ai pas pu retrouver la photo et je ne sais pas si elle existe. Vous voulez dire Monsieur Maassen? Je n'ai pas vu cette photo, mais c'est quelqu'un de très bizarre. Il a en quelque sorte adopté cette position qui était populaire il y a 20 ans, le point de vue de l'ère Bush sur la Russie. Rapprochons-les de nous et éloignons les Russes de la Chine, ce qui est bien sûr très naïf. Parfois, il semble adopter cette position, mais lorsqu'on écoute d'autres déclarations, il indique clairement que le communisme n'a jamais disparu, que la chute de l'Union soviétique était un mensonge, et que ce mensonge a été utilisé comme prétexte pour affaiblir l'Europe de l'Ouest. Il signale donc qu'il est au courant pour Golitsyn, qu'il est au courant pour les autres transfuges et qu'il sait ce qu'il se passe. Mais en même temps, il semble toujours s'accrocher à l'idée de l'ère Bush selon laquelle il est préférable de travailler avec les Russes et de les tenir à l'écart des Chinois. Il est donc très spécial, très bizarre. Je vais essayer d'avoir une interview avec lui, parce qu'en Allemagne, on pense que les fonctionnaires sont capables de tout, qu'ils peuvent diriger tel ou tel ministère ou une agence de renseignement. C'est un peu idiot, d'une certaine manière, mais c'est ce qui se fait ici. Je me souviens d'une conférence organisée en 2018 à Berlin, conférence sur l'espionnage, à laquelle participait M. Maassen, donc chef de l'agence de renseignement intérieure allemande, ainsi que le chef britannique du MI5, et au cours de laquelle ils ont parlé du degré d'intégration des services de renseignement européens
et du fait que les principaux ennemis sont les Russes et les Chinois. Je me demande donc où est passé tout cela. Pourquoi nous n'avons pas vu plus d'arrestations que cela? Car parfois, le contre-espionnage peut être très simple. Trevor a mentionné ces exemples avec des communistes déclarés qui courent un peu partout. C'est parfois très facile. Ce n'est pas comme les gauchistes se l'imaginent. N'importe quelle déclaration peut vous mettre dans le collimateur d'une chasse aux sorcières et toutes ces absurdités. Mais parfois, c'est très simple. Voici un autre exemple concernant Olaf Scholz. Quelques années, il était à la tête d'un ministère censé superviser les entreprises et veiller à ce que tout se passe conformément à la loi. À l'époque, une gigantesque société allemande, Wirecard, spécialisée dans le traitement des paiements, voulait devenir un acteur majeur, plus grand que PayPal et Facebook, et s'intégrer à ces sociétés américaines. Ils ont vraiment approché Zuckerberg de Facebook. Ils voulaient vraiment intégrer Wirecard à Facebook. En fait, cette énorme société, Wirecard, était essentiellement une fraude. Ces profits n'existaient pas vraiment. Ils prétendaient faire de gros profits en Asie et la valeur de l'action ne cessait de grimper, comme si cette société était un acteur international majeur. Quelques journalistes britanniques ont compris qu'il s'agissait d'une fraude et ont utilisé quelques billets d'avion et un appareil photo pour se rendre sur les lieux où ces profits considérables étaient censés être réalisés. Et ils ont trouvé ces petites cabanes et des immeubles de bureaux où il ne se passait rien. Il a donc suffi de quelques billets d'avion et d'un appareil photo pour démasquer l'une des plus grandes entreprises d'Allemagne. On peut se demander pourquoi les services secrets allemands n'ont pas compris, pourquoi Olaf Scholz n'a pas compris, et il semble que les Britanniques aient également compris qu'il s'agissait d'un problème d'espionnage. En effet, les services de renseignement américains et britanniques considèrent désormais que le dirigeant de Wirecard était un espion russe, Jan Marsalek, qui s'est échappé lorsque la société s'est effondrée. Il est toujours en activité apparemment et facilite les transferts d'argent à destination de divers agents russes. C'est si bête. Si l'on examine toute cette affaire, on se rend compte qu'il était simple de faire du contre-espionnage. Il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit d'extraordinaire, de compromettre la Constitution ou quoi que ce soit d'autre. Il suffisait de faire du bon travail, de recruter 2 agents, de leur fournir quelques billets d'avion, un appareil photo. C'était suffisant. Parfois, c'est remarquablement facile à faire. Alors, je voudrais avoir l'opinion de Jeff et de Trevor sur cette histoire de Nicolas Lerner. Est-ce que c'est une histoire importante selon vous? Parce que je peux rappeler que Golitsyn a été cru en France avant qu'il n'écrive son livre en 1984 par le comte de Montranche, qui était le chef des services secrets extérieurs sous Pompidou. Et comme nous le savons, Pompidou est mort assez tôt et Golitsyn a prétendu que c'était parce qu'il avait été empoisonné. Nous savons tous que Kennedy a été tué par le KGB, notamment parce qu'il a cru Golitsyn. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Tu veux commencer, Trevor? Vas-y en premier, Jeff. C'est fascinant de connaître l'histoire de Golitsyn. Il y avait un certain Hugh Gaitskell, chef du parti travailliste en Grande-Bretagne. Golitsyn avait dit, regardez, il prévoit d'assassiner le chef d'un grand parti politique en Occident pour le remplacer par un autre qui se trouve être leur agent. Et bien sûr, Hugh Gaitskell, après avoir bu du thé et mangé des crêpes à l'ambassade de Russie, meurt d'un lupus, maladie auto-immune qui s'attaque à vos propres organes. Ils ont dit, écoutez, il y a quelque chose d'étrange. Ils soupçonnaient fortement que les Britanniques... C'est dans le livre Spycatcher, si les gens veulent le lire. Bien sûr, le chef du parti travailliste qui a émergé à l'époque était Harold Wilson, qui avait toutes ses relations d'affaires avec l'Europe de l'Est et les communistes.
C'est donc un exemple, et bien sûr, votre remarque sur Lerner, j'ai vu la photo de Masson d'ailleurs. Le livre de Golitsyn est bien derrière lui sur cette photo. Je l'ai vu. Faudrait que je la retrouve dans mes archives. Mais il y a des livres curieux qui se trouvent aussi sur son étagère. Il a tout un tas de livres sur le renseignement, et si vous regardez dans le détail, il y en a certains avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord. J'ai des livres avec lesquels je ne suis pas d'accord dans ma propre bibliothèque. J'ai par exemple demandé un jour au célèbre animateur de talk show, l'un des animateurs de talk show les plus connus en Amérique, Dennis Prager, qui a été formé à l'origine dans le domaine de la soviétologie. Je lui ai dit, avez-vous entendu parler de Golitsyn? J'ai appelé son émission au moment du coup d'État d'août 1991. Et je lui ai demandé s'il avait entendu parler de ce livre. Il m'a répondu oui, je l'ai sur mon étagère. Golitsyn dit que tout cela est un tour de passe-passe, il prédit tout cela, cela se passe en temps réel. Et j'ai dit, lisez le livre. Il a dit, mais je n'ai pas besoin de le lire. Si c'est un tour de passe-passe, c'est une bonne chose. C'est ce que Prager m'a dit, parce que la liberté est en train de gagner. Mais il ne l'a jamais lu. Il avait le livre sur une étagère et Dennis Prager ne l'a jamais lu. Le fait que Lerner ait le livre sur son étagère ne signifie donc pas qu'il l'ait forcément lu, mais c'est intéressant et j'aimerais bien en savoir plus sur lui. Mais est-ce une coïncidence qu'il ait la photo et le livre derrière lui? Qu'en pensez-vous, Trevor? Eh bien, c'est un peu comme ce que pensent les partisans de Trump. Ils voient Trump faire des signes pour QAnon, ce serait un signal pour la base, mais j'espère que c'est sérieux. J'ai entendu dire que beaucoup d'officiers de renseignement polonais sont au courant. Ils comprennent très bien Golitsyn. Le principal défenseur de Golitsyn aux États-Unis était James Jesus Angleton, le chef du contre-espionnage de la CIA. Mais il a été licencié à la suite d'un scandale organisé par le sénateur d'extrême gauche de l'Idaho, Frank Church. Et ensuite, il a été poussé vers la sortie par Colby. J'ai lu le livre de Colby. Colby, qui était à la tête de la CIA, rappelons-le, m'a fait l'effet d'un communiste. Je l'ai lu il y a des années. Il avait des réunions non autorisées avec des communistes vietnamiens. Il était impliqué dans ces groupes d'anciens combattants de gauche, etc. D'ailleurs, à la mort de Colby, un agent de la CIA m'a dit qu'au moment de son décès, une mort très suspecte, il était tombé d'un canoë, apparemment, en allant pêcher. Et sa femme avait à l'époque une liaison avec un agent de renseignement cubain. Mais bon, pour en revenir à l'affaire Golitsyn, lorsque mon ami, dont j'ai déjà parlé, a suivi une formation à Moscou en 1983, on lui a dit que l'Union soviétique allait connaître une grande ouverture, que le mot communisme allait disparaître, qu'un nouveau leader allait apparaître et que cela devait se produire sous Andropov, cet officier du KGB d'un nouveau genre, un amateur de jazz et de whisky qui était censé mener cette super détente. Mais il est mort d'une maladie rénale et on a dit à ces gens qui étaient en train de se former qu'ils devaient mettre Tchernenko en place avant de pouvoir former le prochain chef. C'était en 1983. Personne n'avait entendu parler de Gorbatchev à l'époque et Gorbatchev était l'homme qui avait été formé pour remplir le rôle que Golitsyn avait prédit. J'en ai eu la confirmation par quelqu'un qui suivait une formation à l'Institut d'enseignement supérieur de Lénine. Parce qu'il devait expliquer quelque chose aux communistes qui s'entraînaient là-bas et qui s'inquiétaient de la guerre d'Afghanistan, de la baisse du prestige soviétique, etc. Il devait les préparer à la chute prochaine du communisme pour essayer de les garder à bord dans une certaine mesure. Je pourrais ajouter à cela, Trevor, que j'avais deux sources. L'une était un Moldave que le KGB a essayé de recruter et que le GRU, les services militaires russes, a essayé de recruter. Et quand le GRU l'a recruté et qu'il était très proche de les rejoindre,
Il était dans l'armée soviétique et il parlait anglais sans accent d'ailleurs. Il l'avait appris en quelque sorte tout seul quand il était enfant. Il m'a dit qu'on lui avait dit la même chose qu'à votre Néo-Zélandais, à savoir qu'ils allaient ouvrir l'Union soviétique et se débarrasser du communisme. Ce n'était qu'une ruse et il le savait parce qu'il voulait tellement qu'il devienne un espion qu'il l'emmenait dans des endroits spéciaux. Il le faisait participer à des réunions secrètes. L'autre personne qui avait été prévenue à l'avance, c'était Robert Boucard, qui a réalisé le documentaire sur la révolution de velours, dans lequel il a interviewé des officiers du STB qui disaient que les ordres venaient de Moscou pour déclencher la révolution de velours. Robert était au courant de la situation grâce à son travail dans le bureau du président pour lequel il travaillait, président de la Tchécoslovaquie communiste. Il l'a su en 1978. Et ce qu'il a époustouflé, c'est que je lui ai présenté deux types de la CIA dont ont déclaré. Une chose à propos de ce qu'a dit Jeff, celui qui a succédé au président Pompidou s'appelle Valéry Giscard d'Estaing. Il était le nouveau président de la France et quand Mao est mort en 1976, donc Giscard était président depuis 1974, voici ce qu'il a déclaré. Un phare de l'humanité vient de mourir. Un phare de l'humanité, en parlant de Mao. Ça, c'était Giscard. Est-ce que je peux vous dire quelque chose là-dessus aussi? Pour préparer le terrain au mouvement antinucléaire néo-zélandais de 1984, les services secrets français ont fait exploser un navire à Auckland, en Nouvelle-Zélande, qui a tué quelqu'un parce que ce navire appartenait à Greenpeace, qui protestait contre les essais nucléaires français dans le Pacifique. Et cela a vraiment déclenché le mouvement antinucléaire en Nouvelle-Zélande, et ça l'a rendu très populaire. Cette opération a été ordonnée par un certain Charles Hernu, qui était alors ministre français de la Défense, je crois, et s'est avéré plus tard être un agent soviétique. Tout à fait, un agent du KGB. Eh bien, cet agent du KGB a donc ordonné au service secret français de faire exploser un navire, ce qui a fait exploser le sentiment antinucléaire en Nouvelle-Zélande et a préparé le terrain pour la législation antinucléaire mise en place plus tard par les soviétiques. C'est un très bon point. Et l'autre chose que je voulais dire concerne ce que vous avez dit à propos de QAnon. C'est vrai que ces gens-là voient des signes partout et ils les interprètent de façon erronée la plupart du temps. Mais ici, c'est différent. Il s'agit du livre de Golitsyn. En France et partout ailleurs, ce livre a été censuré, complètement censuré, depuis sa publication en 1984. J'ai été le premier à le traduire en français 38 ans après sa parution. Donc, voir ce livre derrière un personnage de l'importance de Nicolas Lerner, le chef de la DGSE, donc quelqu'un qui contrôle 7000 agents, ce n'est pas rien. Or, les services secrets français sont vraiment bons. C'est reconnu internationalement. Donc, voir ce livre sur une photo de ce dirigeant ne peut pas être un signe à interpréter, surtout quand on sait que, en plus, dans les services secrets, on peut lancer ces signes pour que les gens puissent les comprendre. Je pense donc qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. Ce n'est pas possible. Alors, maintenant, est-ce qu'il l'a lu? J'en sais rien et je m'en fiche un peu, parce que le simple fait qu'il soit là, derrière lui, me suffit pour savoir que Golitsyn est connu dans les services secrets français. Alors peut-être que les 7000 agents ne l'ont pas lu, c'est même sûr, mais certains l'ont lu. Et c'est vrai que d'autres livres sur cette étagère n'étaient pas en faveur de Golitsyn. L'un est même contre lui et dit que c'est un imposteur. Mais 100% du temps, nous n'entendons jamais parler de Golitsyn. Et maintenant, nous entendons parler de lui d'une manière spéciale. Et donc, en tant que résistant français, je peux donc y voir l'espoir que les services secrets, en particulier la DGSE, qui a été dirigée par le comte de Maranche, et qui avait cru Golitsyn,
Voilà, le comte de Marange l'avait cru. Et ensuite, Pompidou a été tué et Kennedy a aussi été tué à cause de cela. Ils font donc attention à ce qu'ils font et c'est compréhensible.